Dans les titres de cette édition, retenez que ce décès annoncé de Bruno Amoussou, rumeur ou réalité. Nous avons fouillé donc pour vous. Restez avec nous pour avoir davantage les informations relatives à cette information qui circule bien évidemment depuis ce samedi. Pendant ce temps, le gouvernement béninois réagit aux arrestations de Olivier Bokoy Oswald Khomeki. Par la voix du porte-parole du gouvernement, l'exécutif estime qu'il s'agit d'un sujet difficile qui est pour l'heure aux mains de la justice. Dans sa déclaration sur ce sujet, Wilfried Léandre Ngwedji pense également qu'au vu des faits qui sont reprochés à ces personnalités, le gouvernement se réserve de tout commenter. Il laisse la justice faire son travail. Vous suivrez dans ce 13h le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngwedji. Et sans tabou ni trompette, le projet Pipeline est en marche au Bénin. Le troisième chargement de pétrole brut nigérien quitte les eaux béninoises ce samedi depuis le terminal de Semekoudi. Le navire Samsara, un tanker pétrolier de type crude oil tanker mesurant 274 mètres et battant pavillon libérien, a accosté au terminal de Semekoudi le jeudi 26 septembre dernier. Il est parvenu à charger 150 000 tonnes de brut nigérien. Vous aurez également les précisions dans cette session de l'information. À suivre, bien d'autres informations au plan local et national, l'actualité sur le continent, les nouvelles sportives, sans oublier le retour hebdomadaire. Voilà donc pour la charpente de cette édition, mesdames et messieurs. Nous sommes aujourd'hui dimanche 29 septembre 2024. Bienvenue, bonjour à tous. Radio Fraternité 96.5. Fraternité FM. C'est Geoffroy Stoli qui assure les manipulations techniques et ce matin, je suis devant ce micro, Epiphane Chavi pour la présentation de cette édition. Je vous l'annonçais dans les titres, l'information a fait le tour des réseaux et même de certains sites d'information ce samedi. Il s'agit du supposé décès de Bruno Amoussou. Mais d'après nos recoupements, il ne s'agit heureusement que d'une rumeur. Le patriarche est bel et bien vivant. Le renard de Diakotome, comme on le surnomme, se porte même bien selon plusieurs personnalités qui lui ont rendu visite, renseigne 24 au Bénin. D'ailleurs, l'homme est réapparu après cette fausse nouvelle en compagnie de l'un de ses proches dans une photo publiée sur les réseaux sociaux. Ancien président de l'Assemblée nationale et du Parti Union progressiste, Bruno Amoussou est une figure emblématique de la classe politique béninoise et plusieurs fois candidat malheureux à la présidentielle. Autre information dans cette édition, également en titre, le gouvernement béninois réagit aux arrestations de Olivier Bokoy Oswald Khomeki. Par la voix de son porte-parole, Wilfried Léandre Ngwedji, par la voix de son porte-parole bien sûr, l'exécutif estime qu'il s'agit d'un sujet difficile qui est pour l'heure aux mains de la justice. Dans sa déclaration sur ce sujet, Wilfried Léandre Ngwedji pense qu'au vu des faits qui sont reprochés à ces personnalités, le gouvernement se réserve le droit donc d'apporter des commentaires. Il laisse aussi la justice faire son travail. On écoute Wilfried Léandre Ngwedji, porte-parole du gouvernement, pour plus de précisions. Au regard des responsabilités qui sont les miennes depuis bientôt 8 ans, aux côtés du chef de l'État et du gouvernement, vous pouvez imaginer combien c'est un crève-cœur que de parler d'un tel sujet au regard de la gravité des faits allégués, en plus en y associant les noms des personnalités que vous avez évoquées, M. Bokor et M. Omeki. Le premier, c'est notre fofo, c'est le grand frère. Le deuxième, c'est un ami. Donc, vous comprenez que ce soit vraiment un crève-cœur de devoir en parler dans ces circonstances-ci. Après, comme j'ai pu le dire, la justice est saisie d'un dossier. Laissons-la faire son travail. Elle nous situera sur les tenants et aboutissants de l'affaire. Et le moment venu, je crois que toute l'opinion en sera située. Le gouvernement a eu l'information, comme vous, par les alertes qui ont été données sur les réseaux. Et puis, le gouvernement s'est retrouvé en Conseil des ministres mercredi. À la fin, chacun a pu s'interroger, se demander « Ah, mais ce qui se passe ?» jusqu'à ce que, dans l'après-midi, nous ayons la déclaration du procureur spécial qui nous a situé sur le contenu de ce qui est reproché à ces deux personnalités. Et nous espérons que la justice fera son travail, dire le droit, dire ce qu'il en est et qu'à la fin nous serons tous situés. Le porte-parole du gouvernement est aussi revenu sur les informations faisant état de l'arrestation du colonel Dieudonné Dimontevouedre, commandant de la garde présidentielle. Cité dans cette affaire de tentative de coup d'État, plusieurs sources annoncent que le colonel serait libre de ses mouvements. Une information que le porte-parole du gouvernement n'a pas non plus confirmée. Wilfried Léandre Ngwedji, répondant aux questions d'un journaliste, demande à ce dernier de se rapprocher des autorités policières et judiciaires pour avoir plus d'informations. On écoute le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngwedji.
Est-ce que vous connaissez le siège de la police républicaine? Est-ce que vous connaissez le siège de la Criette? Oui, non. Et puis vous avez le numéro du procureur spécial. Vous avez le numéro du porte-parole de la police républicaine. Non. Est-ce que ça, c'est vraiment un sujet dont le gouvernement devrait répondre? La situation judiciaire de quelqu'un qui a été cité dans une telle affaire. Moi, tant que la justice ne nous a pas dit voici où nous en sommes, je ne peux rien dire à propos. Donc vous pouvez aller voir le procureur spécial pour demander à la police républicaine quelle est la situation d'eux. Et ça me permettra d'être édifié au même titre que vous. Vous venez de suivre les précisions du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre-Mbedi, au sujet donc de cette affaire relative à la tentative de coup d'État déjoué par l'armée, déjoué bien sûr par la police républicaine. Une autre brève dans cette édition, sans tambour ni trompette, le projet Pipeline est en marche. Le 3e chargement de pétrole brut nigérien quitte les eaux béninoises ce samedi depuis le terminal de Semerpodi. Le navire Samsara, un tanker pétrolier de type crude oil tanker, mesurant 274 mètres et battant pavillon libérien, a accosté au terminal de Semerpodi le jeudi 26 septembre dernier. Il est prévu de charger 150 000 tonnes de brut nigérien et ce 3e chargement est suivi de près par les autorités et les acteurs du secteur, précise plusieurs sources qui sont donc proches de ce projet Pipeline, bien évidemment. En place depuis 2016, le gouvernement du président Patrice Talon procède à une nouvelle reddition de comptes autour de son programme d'action. Après le tour du ministre de la Santé Benjamin Onkpati et celle du Travail Adigatou Matisse, c'est au tour de Eleonore Yaïladika en charge de l'enseignement supérieur de se prêter à cet exercice. Et dans une intervention télévisée, la ministre des Enseignements supérieurs a fait le point des réformes engagées dans ce secteur qui ont permis de redorer le blason des universités au Bénin. Les apprenants sont désormais au cours en toute tranquillité et les enseignants travaillent dans un cadre sécurisé et adéquat. C'est ce que précise Eleonore Yaïladika, ministre de l'Enseignement supérieur, dans cet extrait que je vous invite à suivre. Le gouvernement de la rupture, une fois installé et ayant compris sa mission, après avoir fait un vrai diagnostic de tout ce qui se passe dans ce sous-secteur, a trouvé ce qui se passait dans les universités assez pathétique et cela ne devrait évidemment pas conduire à un bon port pour nos apprenants. Non seulement les apprenants, mais également les enseignants, puisque les enseignants doivent être fiers de leurs produits. C'est ce qui a permis de constater que, effectivement, les étudiants perdaient en quelque sorte leur repère. Et donc, le gouvernement a rapidement pris cela en charge et a mis en place la stratégie donc de développement de l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Et cette stratégie, comme vous l'entendez, repose sur 3 piliers. Tout ce qui rentre dans la gouvernance autour de l'enseignement supérieur, la recherche, parce que c'est le moteur de développement, et en même temps l'innovation. Et tout ça, évidemment, qu'est-ce que cela garde comme élément central? L'étudiant. Donc, la vie de l'étudiant, tout ce que nous faisons directement ressenti par les étudiants est également pris en charge dans cette stratégie. La dynamique en cours dans le secteur des enseignements supérieurs est irréversible depuis 2016 selon Eleonore Yaïladika. Parmi les réformes menées, les responsables de ce ministère ont fait asseoir les bases d'un enseignement supérieur performant. C'est ce qui a expliqué la prise de la décision portant nomination d'un conseil d'administration à la tête des universités publiques au Bénin. Un organe dont nous parle ici Honora Assatout Guina et Bertrand Sobossi, respectivement président du conseil d'administration et recteur de l'université de Parakou. Les universités publiques ont été dotées de conseils d'administration parce que on s'est rendu compte que la gestion des universités était un peu trop unilatérale, confiée uniquement aux enseignants du supérieur. Et on a comme l'impression qu'il n'y a pas un ordre qui est donné de quelque part. Donc, pour corriger un peu ce dysfonctionnement, l'État a pensé qu'il faut avoir un œil là-dessus. Donc, l'État veut avoir son œil sur la façon dont les universités sont gérées. Ce conseil qui est dans le rôle donc, de régulation de tout ce que nous faisons. Régulation pour voir un peu la cohérence des actions par rapport aux priorités de développement. Et ce conseil, j'avoue, nous apporte énormément donc, de soutien parce que notre équipe rectorale a un projet de gouvernance qui tourne autour de 4 priorités de 2 piliers. Nous avons un organe qui est en interaction permanente avec nous et qui discute de ce que nous faisons, ce qui est déjà un pas. Avant, il n'y avait pas un tel système de suivi et qui nous permet d'évaluer régulièrement pour savoir est-ce que nous avançons par rapport à ce que nous-mêmes nous avons prévu et par rapport aux directives de développement du pays.
On reste toujours dans ce même registre pour dire qu'il fait partie des secteurs les plus impactés par la gouvernance du président Patrice Talon depuis 2016 à nos jours. Plusieurs réformes ont été entreprises en faveur de l'enseignement supérieur. Ces réformes ont permis de moderniser le processus d'attribution des bourses et aides universitaires. Avant 2016, le dépôt des dossiers relevait d'un véritable parcours de combattant pour les étudiants, selon Martin Ogoussa. Il est le directeur des bourses et aides universitaires. Mais les différentes réformes entreprises ont conduit à la digitalisation du processus, réduisant ainsi les tracasseries auxquelles étaient confrontés ces étudiants, selon le directeur des bourses universitaires Martin Ogoussa, qu'on écoute pour plus de précisions. Avant 2016, il fallait avoir 11,51 pour être boursier ou 11 pour être secouru. Avec l'adoption du décret de 2017, c'est le principe des quotas, à savoir à chaque entité de nos universités, on attribue un quota de bourse. Avec le temps, nous avons constaté que ce décret, l'adoption de ce principe est plus bénéfique pour les étudiants parce que avant 2016, en moyenne, on attribuait par an 18 440 bourses et 10 929 secours. Après l'adoption de ce décret, nous sommes passés à 20 330 en moyenne bourses, c'est-à-dire nous attribuons en moyenne 20 330 bourses après 2017 et 12 039 aides. Par rapport à la demande, avant 2016, c'était la queue, c'était des rangs pour déposer ces dossiers. Aujourd'hui, avec la digitalisation de la phase de la demande, de votre portable, de votre chambre, vous pouvez faire la demande de vos allocations universitaires. Ces réformes et innovations ont aussi permis d'améliorer les performances des acteurs impliqués dans la chaîne de traitement des bourses et aides universitaires. La digitalisation a surtout réduit la quantité de dossiers physiques à traiter. On écoute pour plus de précision Nassis Agani Yahi, président du Comité national de l'Office des bourses et aides universitaires. Il est suivi dans ses propos de Martin Ogoussa, directeur des bourses et aides universitaires. À notre arrivée en 2020, le traitement des dossiers d'attribution de bourses aux étudiants était vraiment fastidieux. D'abord, les étudiants faisaient tout de façon manuelle. Et ce qui fait que la pile de dossiers qu'on envoyait au niveau de la commission était énorme. La digitalisation a permis aux commissaires d'avoir moins de piles de dossiers à traiter. Je dirais avant 2016, un commissaire en moyenne pouvait faire à peine 100 dossiers parce qu'il y en avait énormément. Au thème de la session, la productivité de la commission tournait autour de 1000 dossiers. Avec l'adoption des nouvelles procédures de la commission d'organisation des sessions, aujourd'hui en moyenne, la commission traite plus de 5000 dossiers. Avec cette réforme, nous sommes passés de 8 mois, c'est-à-dire l'étudiant qui doit patienter 8 mois avant d'obtenir sa première allocation, nous sommes passés pratiquement à 1 mois. Cette édition se poursuit, mesdames et messieurs, mais avant, on va marquer une coup de pause. Le régime de la rupture organise peu de concours de recrutement dans la fonction publique. Voilà un procès qui est régulièrement fait au gouvernement du président Patrice Talon. Sauf que dans la réalité, les statistiques prouvent le contraire. En effet, depuis 2016 et l'arrivée au pouvoir du centre de la rupture jusqu'à ce jour, plus de 56 000 fonctionnaires sont recrutés au profit de l'administration publique. Des chiffres à nous fournis par le directeur départemental du travail de la fonction publique. Et comme si cela ne suffisait pas, Abdourahmanou Harouna annonce d'autres concours de recrutement dans la fonction publique. On écoute le directeur départemental de la fonction publique et du travail du Borgou pour plus de précision. Au niveau national, Madame la ministre du Travail et de la fonction publique l'a déjà précisé pour dire qu'au niveau national, nous avons plus de 56 000 agents qui ont été recrutés. 56 189 agents qui ont été recrutés. En 8 ans, c'est ça? Bien sûr, qui ont été recrutés par ce dispositif. On dirait pas, hein? Ouais, mais exactement, il y a beaucoup de choses qui se font. Voilà. Par ce dispositif désormais transparent et qui met l'accent sur le mérite. 56 199 agents ont été recrutés, dont plus de 22 000 agents publics. Quand j'attends par agents publics, les fonctionnaires de l'État, les agents contrats de droit public, et également plus de 34 000 AME qui ont aidé également, voilà, le gros lot au niveau de l'administration publique. Il y a également des concours qui sont également en cours, qui vont être lancés. Il y a un concours qui est actuellement en cours pour le compte du ministère de la Justice, où des greffiers vont être recrutés pour le compte du ministère de la Justice. Il y en a également qui sont prévus pour la police républicaine, également pour le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage.
Ces nombreux recrutements comblent-ils le déficit de personnel dans l'administration publique béninoise? Sur la question, Abdourahmanou Harouna précise que ces concours tiennent compte des besoins mais surtout des prévisions budgétaires, ce qui exige une planification rigoureuse. On écoute le directeur départemental du travail de la fonction publique du Borgou. Il a été reçu sur Fraternité FM par Jacques Débé. Non, il faut dire que l'État ne fait pas les recrutements estélo. Il y a une prévision qui est faite. On connaît déjà le nombre d'agents qui manquent et une prévision est faite. Et les recrutements sont faits sur la base de cette prévision-là. Donc, et progressivement, les gaps qui sont notés seront comblés au fur et à mesure des différents recrutements dans la fonction publique. C'est pour dire que quelque chose de fondamental est fait en ce qui concerne les concours de recrutement dans la fonction. Vous savez, l'administration ne recrute pas pour recruter. L'administration recrute pour combler un besoin. Et c'est des recrutements qui sont faits sur la base d'une prévision. Vous voyez? Parce que ceux qui vont être recrutés, il faut les payer. Ah oui. Il faut prévoir un budget pour ça. Il faut des fonds pour ça, il faut des ressources pour ça. Donc c'est pour ça que tout ça doit être planifié. L'État ne recrute pas pour recruter. Il recrute des besoins. Il recrute lorsque les moyens sont disponibles pour payer les intéressés, ceux qui sont recrutés et également les mettre dans de bonnes conditions de travail. Abdourahmanou Harouna, le directeur départemental du travail de la fonction publique du Borgou. Et c'est un comportement qui est en vogue aujourd'hui dans la société. Il s'agit de certaines personnes qui choisissent de se tresser. Un comportement qui rime avec la mode, mais qui est souvent mal vu dans la société africaine. Akila Stako s'est intéressé au sujet. Suivez le reportage qu'il nous propose à cet effet. Lorsque je vois les hommes se tresser au même moment que les femmes, ça me désole. À mon niveau, ça ne cause aucun problème. Dans notre pays d'autrefois, le port de cheveux longs était une pratique réservée aux femmes qui avaient la liberté de les tresser ou non sans être jugées. Parmi les hommes, seuls les artistes de musique, notamment ceux du reggae, étaient connus pour leur dreadlocks afin de s'identifier comme descendants de la star jamaïcaine Bob Marley, lui-même un rastaman de son vivant. Cependant, aujourd'hui avec la nouvelle génération et la modernité, on observe au Bénin comme dans d'autres pays africains une jeunesse audacieuse qui adopte les dreadlocks malgré les jugements d'une société très conservatrice des valeurs et traditions africaines. À Parakou, certains citoyens considèrent que les hommes avec des dreadlocks mènent une vie de gangster. Moi, je n'apprécie pas du tout cette pratique. Ce qui est normal selon moi, c'est que les hommes doivent se coiffer et les femmes doivent se tresser naturellement. Mais lorsque je vois les hommes se tresser au même moment que les femmes, ça me désole. Quand tu te rapproches d'un homme qui fait les dreads, les locks et tout, et que tu demandes pourquoi tu fais les tresses, pourquoi tu préfères les tresses au détriment des coiffures naturelles des hommes, on te répond que l'habit ne fait pas le moine. Mais moi je leur réponds que la société dans laquelle nous sommes, l'habit fait vraiment le moine, parce que tu ne peux pas être un homme responsable avec toutes tes facultés en place et vouloir aller à un entretien d'embauche, avoir des dreads sur la tête et espérer qu'on te retienne. C'est vrai qu'il y a des entreprises qui prennent ce genre de personnes-là. Mais moi, si j'étais PDG d'une entreprise, je pense que ces personnes-là seront régalées. Ce qui est logique pour moi, c'est que les hommes doivent se coiffer tout bas et les femmes se tressent. Mais aujourd'hui, c'est vraiment désolant. Quand ils le font sur la tête, ils sont bizarres, se posent beaucoup de questions sur eux parce que vu qu'ils ne sont pas stars, vraiment ils sont mal vus dans la société. Ils ne sont pas considérés. Ils sont considérés comme des bandits, des voyous. Si tu es un jeune et que tu n'as vraiment pas réussi dans la vie, le mieux carrément c'est de laisser cette pratique et se coiffer simplement pour paraître beau. Contrairement à ces opinions, Freud et Nadège affirment qu'ils apprécient les hommes avec des dreadlocks et envisagent d'initier également leurs futurs enfants à cette pratique. Le fait qu'un garçon se tresse ne cause aucun problème. C'est pas parce qu'il se tresse qu'il est un délinquant. C'est pas parce qu'il se tresse qu'il est un vaurien. Non, il peut bien se tresser et être une bonne moralité. Si l'occasion s'offre, moi je vais le faire. Mes enfants font se tresser et c'est depuis le bas âge. Il va à l'école, que ce soit le garçon ou bien la fille. Une bonne chose, c'est pas que quand on fait les drogues sur la tête, c'est de la délinquance impossible. C'est juste, ça permet de bien conserver les cheveux parce que ça se préfère. Ça permet aussi de limiter ton argent,
de pas gaspiller au fait. Si tu veux conserver tes cheveux, tu vois que tu es fatigué de tout le temps perdre tes cheveux, tu peux aller faire le truc sur la tête. Ça reste ça. Ça fait 5 ans, 4 ans. Tu parles, tu serres le bout, c'est fini. À chaque fois, tu serres le bout. Donc, chez moi, c'est une bonne chose. Je peux tout faire ça à les enfants comme je peux faire ça à moi-même. Si ça me plaît bien. Il y a des gens qui prennent ça mal au fond. C'est pas un truc qui détermine ce que tu es vraiment. Si tu veux faire ça, c'est à partir de 15 000, 25 000. Les personnes abordant des drogues luxe sont souvent stigmatisées et étiquetées comme délinquants, bandits ou fous en raison de la réputation des premiers adeptes du mouvement Rasta. Mais suffit-il de se tresser les cheveux pour être jugé ainsi? Dr Saïd Sotima Chantipo, enseignant à la faculté des lettres A et sciences humaines de l'université de Parakou, explique que cette pratique des hommes peut être justifiée par plusieurs raisons. C'est un effet de mode et c'est aussi un choix philosophique. Certains portent des dreadlocks et se disent adeptes du Rastafari et donc c'est leur mode de vie. C'est vrai que pendant longtemps, porter des dreadlocks, on vous prenait un peu pour un machinal, c'est-à-dire pour un fou, pour un camé, pour quelqu'un qui se drogue. Aujourd'hui, j'ai appris à comprendre que ce n'est pas tous ceux qui portent des dreadlocks qui se droguent forcément. C'est des gens qui sont dans leur coin, dans leur monde et qui vivent leur monde. On n'a pas à critiquer ça autrement. Je crois que ça, c'est des préjugés qu'on avait sur les porteurs de dreadlocks. C'est un délinquant, c'est quelqu'un qui fume, qui fume de l'herbe, etc. Mais, comme je le dis, à connaître certains aujourd'hui qui portent des dreadlocks, mais qui ne sont pas délinquants du tout. Il y en a aussi qui le font par obligation religieuse. Je crois que dans le secte des Mourides, par exemple, vous voyez des gens qui portent des dreadlocks, mais qui ne sont pas du tout des voyous, qui ne sont pas des délinquants. Donc je pense qu'il faut plutôt nuancer et ne pas faire de l'amalgame parmi les porteurs de dreadlocks. Quant à la question de savoir si ces jeunes porteurs des drogues luxe auront des opportunités d'emploi dans les administrations publiques ou privées, l'enseignant répond par la négative, tout en soulignant l'importance du niveau d'études et de la bonne moralité des personnes. Conseillers à l'emploi vous disent qu'il faut adapter sa tenue vestimentaire, son faciès aux circonstances et donc quand on va pour un emploi, il faut avoir une certaine tenue. Mais je crois que au-delà donc des dreadlocks, il y a d'autres critères pour distinguer un délinquant de quelqu'un de normal. Il ne suffit pas d'avoir des dreadlocks pour qu'on vous prenne pour un voyou ou un délinquant. Et ceux qui le font, ils le font par spontanéité. Mais dans la réalité, il faut approcher ces personnes pour vous rendre compte qu'ils ne sont pas toujours des voyous, qu'ils ne sont pas tous des voyous ni des drogués. Donc, si j'ai un mot à l'endroit, c'est de prendre chacun au cas par cas et analyser la personne pour voir si la personne fume de l'herbe ou si la personne est malade ou si la personne est délinquante. Mais quelqu'un qui a un master ou qui a même une thèse, mais qui possède dreadlock, vous allez le recruter s'il a les compétences, je pense. Et il y en a, comme je vous le dis, qui portent de grands cheveux par conviction religieuse. Il y en a qui sont dans cette religion où ils ne se coupent plus les cheveux. Vraiment, il faut faire attention et faire un discernement pour ne pas jeter le bébé et l'eau du bain, comme on dit. Entre préjugés et incompréhension de la société, les adeptes de drogue luxe font de lourds sacrifices pour vivre leur passion. Et voilà, merci à Akilas Tako. Mesdames et messieurs, on fait place à présent à l'actualité sportive. Et c'est avec vous, Jacques Deboué, bonjour. Bonjour, Pifan Chabi, bonjour à tous. On démarre par le Maracana, le Bénin domine les Jamaïcains, bien sûr, à Abidjan. C'est bien cela, on parle là de la Coupe du Monde du Maracana. La première édition de la Coupe du Monde de Maracana, baptisée Maramonde, a débuté vendredi dernier au complexe sportif du Palais des Sports de Trècheville à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Cet événement rassemble des équipes internationales dans une atmosphère conviviale visant à promouvoir le football et renforcer les liens entre les nations. Lors de la deuxième journée, le Bénin a affronté la Jamaïque dans un match très attendu. Les Guépards béninois ont ouvert le score grâce à Christian Kotioni de la 8e minute avant que Séverin Afouda ne double la mise à la 13e. Bien que les Béninois aient relâché leur pression en fin de rencontre permettant à la Jamaïque de réduire le score à 2-1 par Diomandé Mamadou, ils ont su conserver leur avantage jusqu'au coup de sifflet final. Le président de la Fédération béninoise de Maracana, Nassirou Saka, a salué cette victoire, remerciant les autorités sportives béninoises et réaffirmant son engagement à développer le Maracana au niveau
mondial. On va parler de la Ligue Pro cette fois-ci pour poursuivre les résultats des matchs de ce samedi, le calendrier des rencontres de ce dimanche. Oui, avec déjà dans la poule A, Béké qui a dominé à BFC ce samedi à Bimbireke, 2-1. Déjà une contestation des décisions arbitrales à ce niveau avec un penalty sifflé et annulé par la suite pour à BFC. À noter le nul, 1-partout entre Dynamo et Dynamica Djougou, 1-partout également entre Takune et Boa Kandi dans la poule B. L'AS Cotonou l'emporte 3-0 face à Sitatunga, 1-partout entre Aspak et Sobemap, 2-partout entre les Dragons de Lemay et l'USS Craqué, 0-0 entre la JSP, la jeunesse sportive de Pobé et l'AS Police. Enfin, Aziza ramène un point de son déplacement à l'UAC pour défier les requins de l'Atlantique, 1-partout. Cette première journée va se terminer ce dimanche avec plusieurs matchs également au menu. Dans la poule A, Dadjet, Tonnerre à Plahoui, Baneganse, Cavalier à Banikwara, Damissa, Real Sport Andali et puis Espoir Dynamo de Parakou à Savalou. Dans la poule B, Asvo et Didia vont s'affronter à Djo, Wayema, JS Ouida, Pobé, Coton, Jeunesse Athlétique de Ketou à Ouida, Étoile Filante à Vrankou à l'UAC. Les matchs de but à partir de 16h. Et pendant ce temps, en Liga, le Barça tombe pour la première fois de la saison. Après un parcours parfait depuis le début de la saison en Liga, le FC Barcelone a complètement perdu les pédales à Osasuna. Défaite 2-4 à l'occasion de la 8e journée ce samedi avec leur équipe remaniée. Les Catalans ont sombré. Boudimi 18e et Zaragoza 28e ont donné 2 buts d'avance à la formation de Pampelune à la mi-temps, et même si la réduction de l'écart de victoire à la 53e minute et les entrées en jeu de Yamal et Rafinha auraient pu tout changer. Osasuna, bien au contraire, a cru son avantage, inscrivant 2 autres buts avant que Yamal ne réduise le score. Première donc défaite de la saison pour le Barça, corrigé avant qu'on ne suive le début ce dimanche entre le Real et l'Atlético. Merci à vous, Jacques Degbé. C'était l'espoir. Monsieur, on va faire un tour sur le continent. Aurel Ouensou, bonjour. Bonjour à tous. On démarre par le Burkina Faso. Le CSC retire les 5 fréquences de Radio France Internationale. Effectivement, le Conseil supérieur de la communication a retiré ce vendredi 5 fréquences de la Radio France Internationale dans certaines villes du Burkina Faso. Les fréquences concernées sont celles des villes de Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Koudoukou, Banfora et Ouaïgouya. Depuis décembre 2022, le gouvernement burkinabé a suspendu le média français après des diffusions faisant l'apologie du terrorisme et mettant à mal la cohésion sociale. On poursuit avec le Mali où le bilan des inondations est passé de 75 morts à 148 et 75 morts et 148 blessés. 148 morts. 115 morts et 148 blessés, c'est les conséquences des inondations depuis le début de la saison des pluies au Mali. Ces inondations ont également détruit 36 638 maisons, laissant 250 305 personnes sinistrées, dont 69 029 femmes et 69 215 enfants. En raison de la menace d'une montée des eaux dans certains cours d'eau, notamment le fleuve Niger et son affluent le Bani, de nombreuses localités riveraines ont été placées en vigilance rouge. Les autorités ont exhorté les populations à évacuer les zones à risque et en cas de forte pluie, se réfugier dans les abris sécurisés. On termine par le Rwanda qui alerte donc au virus Marburg. Au moins 6 morts ont été signalés. Au moins 26 cas du virus Marburg et 6 cas de décès ont été signalés par les autorités sanitaires rwandaises. Les cas ont été signalés dans 7 des 30 districts du pays. 20 cas ont été isolés et reçoivent un traitement tandis que 161 personnes font l'objet d'une surveillance. Les autorités renforcent les mesures de réponse globale et approfondissent l'enquête pour déterminer l'origine de l'infection. L'OMS a également pris les mesures pour soutenir les efforts en cours. Notons que le virus de Marburg est très virulent et provoque une fièvre hémorragique dont le taux de mortalité peut atteindre 88%. Il appartient à la même famille que le virus responsable de la maladie à virus Ebola. Merci à vous, Aurel Ouensou. C'était l'actualité sur le continent et c'est juste derrière vous que nous allons mettre un thème à cette édition. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. L'édition a été, la partie technique assurée bien sûr par Geoffroy Toli et puis Fan Chabiz était devant ce micro. On va vous laisser en compagnie du retour hebdomadaire. Belle écoute et bonne journée dominicale à chacun et à tous. C'était le journal sur Fraternité FM.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue de presse. On en sait désormais un peu plus sur l'affaire qui défraie la chronique depuis ce mardi 24 septembre 2024. Il s'agit de l'interpellation des cieux,